Docteur Flamand. Cher patient, bonsoir. Vous me connaissez, moi qui ne suis que réflexion, remise en question et travail sur moi-même, malgré la très mince marge d'amélioration encore possible, j'ai récemment fait une nouvelle découverte. Cette découverte vient d'une question anodine. C'est quoi ton processus quand t'as fini un roman, Gaspard? Tu passes par quelle phase? Car oui, cher patient, il y a 2 semaines, j'ai rendu la dernière version de mon nouveau roman, 000, qui sortira en octobre dans tous les bacs de France et de Navarre. S'il est vrai qu'il reste encore de nombreuses heures de finition, de réflexion et de coupage de poils fessiers dans le sens de la longueur, j'ai mis le point final à une histoire qui me travaille les méninges depuis 2016. Oui, cher patient, les personnages qui bientôt feront de l'ombre à Spider-Man, Superman et Jean-Jacques Goldman sont apparus sur mon ordinateur il y a 7 ans. Cette année a raté des heures de sommeil en enchaînant mentalement les « Ah ouais, t'imagines s'il pouvait faire ça là? Putain, mais... Ah non, si c'était elle, ah non, ah non, c'est de la merde. » Cette année a claqué mon ordinateur en disant « J'ai écrit 30 pages pour rien. C'est pas du tout frustrant, ni agaçant, ni désespérant. Quel beau métier que le mien. » 7 ans à me demander pourquoi ces 3 personnages ne veulent pas me lâcher la grappe. 7 ans à me demander pourquoi ce trio branlant a élu domicile dans mon cerveau. 7 ans à les laisser me bouffer la vie. Me laisser bouffer la vie par Cheyenne, Squadro et Liam, qui n'avaient rien de mieux à faire que de me regarder dans le fond de l'âme en disant « Bah alors? Et nous alors? Pourquoi que tu couches Chorba, Léo, Zinga, Fatou, Malik sur le papier? Et pas nous? On sent le porter peut-être ?» Car oui, cher patient, aussi ébouriffant que ça puisse paraître, pour vous qui suivez ma carrière avec passion et dévotion, les premières lignes de 000 ont été rédigées avant la sortie de Chorba en 2018 et de Justice sauvage en 2021. De là à dire que mon nouveau roman sera un chef-d'œuvre, il n'y a qu'un pas que je franchis sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté, vous me connaissez, ma modestie n'ayant d'égal que ma mégalomanie et la taille de mes jambes. Mais revenons-en à la question du processus. Cher patient, depuis plus d'1 an, basculant du houblon à la San Pellegrino, je suis devenu cet être apaisé et sage qui, lors de ses soirées les plus rock'n'roll, s'autorise une 2e bière à minuit, par pure folie. Menteur. Cet être qui se réveille chaque matin avec la sereine fierté d'avoir encore une fois été un modèle de sobriété, prêt à attaquer sa journée de travail en toute quiétude. Eh bien, quand on me posa la question du processus de fin de création, 10 jours après l'envoi de mon nouveau roman, je réalisais que pour la 3e fois d'affilée dans la semaine, j'étais en lendemain de cuite. Quel mystère psychologique se cache derrière cette soudaine réapparition éthylique dans ma vie? Pourquoi avoir mis le point final à mon roman sans l'ouvrir une parenthèse dans ma sobriété? Il y a bien évidemment une partie festive, une grande banderole affichant fièrement « Je me suis enfin débarrassé des 3 rigolos qui jouent à la corde à sauter dans mon cerveau !» Mais pas seulement. Car à la fin d'un roman, du premier comme du 3e, un autre aspect de mon processus, c'est le doute. Attention, pas le doute qu'on a au rayon papier toilette pour savoir si on préfère sacrifier de l'argent ou du confort fessier, ou encore le radical dilemme entre sauce blanche et harissa, toujours pour le même confort fessier. Non, un vrai doute. Pourrais-je un jour écrire un autre roman? N'est-ce pas simplement le dernier qui paraîtra en octobre prochain? N'avais-je pas que ça à dire? Et si c'est le cas, comment vais-je finir mes jours maintenant que j'ai sacrifié la moitié de ma vie à un art qui me semble irrémédiablement évaporé? Cher patient, j'ai la grande chance d'être déjà passé 2 fois par ces étapes, ces doutes et ces paniques. Et s'il est vrai que j'hésite encore et toujours entre Lotus et Top Budget, Sauce Blanche et Harissa, je sais maintenant que la peur de ne jamais écrire un nouveau roman est cyclique. Et qu'elle disparaît un beau matin lorsqu'un nouveau squatteur de méninge enfonce la porte de mon imagination pour demander où est le canapé, si j'ai des bières au frigo et surtout quand est-ce qu'on bouffe. Chers patients, chers auditeurs, chers rappeurs, rappeuses, auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, si vous venez de boucler votre premier gros projet, si vous sentez en vous une peur panique d'avoir accompli l'unique œuvre que contenaient vos méninges, ne cédez pas à l'angoisse. Continuez votre vie sereinement, mangez de l'art à tous les râteliers, vivez sans vous préoccuper de rien. Ce ne sont pas les maisons vides qui cherchent des squatteurs, c'est tout l'inverse, vous le savez bien. Laissez simplement portes et fenêtres grandes ouvertes, le vent vous portera ce qu'il vous faudra. Mais je vous rassure, ce soir je rejoindrai mon lit, une petite boule au ventre en pensant comme depuis 15 ans. Alors, docteur Flamand, on écrit quoi maintenant? Mais rassurez-vous, cher patient, je ne suis pas là uniquement pour vous parler de moi, enfin, bien sûr que si, mais voyez-vous, j'ai tout de même des obligations pseudo-culturelles envers Big Matt, il s'agirait de ne pas se faire virer, je suis donc là aussi pour l'ordonnance. Ah, enfin. Cette semaine, à niveau écriture, on va bien sûr s'inspirer de la chronique que vous venez d'entendre, car voyez-vous, cher patient, il y a en fait une diabolique organisation derrière toute cette nonchalance feinte. Il n'y a que mon génie et ma beauté qui ne sont pas travaillés.
Vous allez donc rédiger un texte à la première personne mettant en scène un personnage qui vient de terminer quelque chose de profondément important pour lui. Votre texte commencera dans les minutes qui suivent cet accomplissement, mais vous ne devrez en aucun cas en révéler la nature avant la fin du texte. Votre lecteur doit sentir la puissante joie, tristesse, hargne ou libération de votre personnage, tout en ignorant ce qui provoque ces émotions. Comme ce texte sera court, et si vous le terminez par une révélation sous forme de chute, vous aurez écrit ce qu'on peut très précisément nommer une nouvelle. D'avance, bravo. Ensuite, un petit conseil de lecture, bien sûr, qui lui n'a absolument aucun lien avec cette chronique, car il faut savoir créer la surprise. Après une dizaine d'années à le regarder en coin dans ma bibliothèque, j'ai enfin osé plonger dans Marel de Julio Cortázar. Un récit en miroir entre Paris et Buenos Aires, mettant en scène des artistes miséreux, un couple déchiré, un asile, un cirque, des clochards, du maté et des musiciens ratés. Pas la peine, cette fois-ci, de vous jurer que Marel est un chef-d'œuvre. C'est l'histoire de la littérature qui le dit. Alors faites-moi confiance aveuglément, comme je l'ai fait un jour en écoutant mon père me dire « Marel, c'est un des meilleurs livres de ma vie. Lisez-le, c'est tout. » Et si vous l'avez déjà lu, vous savez comme moi que ce livre a l'absurde originalité de pouvoir se lire dans 2 ordres différents. Alors, relisez-le. Comme on ne se quitte jamais sans musique, et que je ne vous cache pas que depuis quelque temps je nourris une certaine animosité pour les porteurs d'uniformes qui traitent leurs concitoyens comme des sacs de frappe, je vous propose de découvrir une grande, une immense rappeuse vénézuélienne qui répond au nom de Gabilonia. Et ce soir, nous allons écouter Abuso de Poder qui traite des violences policières. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.